Il est tout juste 19h30 heure d'Alger. Vous regardez le 24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine. Tout de suite les titres. Le président algérien Abdelmajid Tebboune salue l'engagement des enfants de la communauté nationale à travers le monde à participer à la dynamique des transformations économiques que connaît l'Algérie à l'occasion de la journée nationale de l'immigration marquant le 64e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961. Observe une minute de silence à la mémoire des Chouhada. La question palestinienne s'invite à la 19e réunion ministérielle du mouvement des non-alignés à Kampala. L'Algérie souligne la nécessité de renforcer la première phase de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Réunion des non-alignés, la délégation algérienne exerce son droit de réponse aux propos du ministre des Affaires étrangères du régime putschiste du Mali. Les détails dans ce journal. Et puis à Madagascar, la situation politique reste tendue 2 jours après la destitution du président André Rajoelina. Le point dans ce journal. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, le président algérien Abdelmajid Tebboune a adressé un message à l'occasion de la journée nationale de l'immigration marquant le 64e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961. En cette halte annuelle où nous nous remémorons le 64e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961, je me recueille avec vous à la mémoire de la génération de militants nationaux à l'étranger durant la guerre de libération nationale qui nous ont quittés et à la mémoire des valeureux martyrs, tout en adressant mes salutations aux enfants de notre communauté nationale à travers le monde qui portent l'amour et la fidélité à l'Algérie dans leur cœur et qui honorent leur engagement en participant à la dynamique des transformations économiques en cours dans le pays, mus par la volonté de prendre part au processus de renouveau national et d'édification de l'État national moderne auquel aspire le brave peuple algérien. Le 17 octobre, nous ravivons le souvenir d'une journée gravée dans la mémoire nationale, témoignant de l'engagement des immigrés algériens en faveur de la glorieuse révolution de libération qui, après 7 années de lutte armée, s'était érigée en épopée d'émancipation, une épopée qui a drainé par l'ampleur et la résonance de son élan révolutionnaire le soutien des peuples épris de liberté à travers le monde en faveur d'un peuple en lutte, résolu à infléchir le cours de l'histoire coloniale et à se libérer de son joug et de sa tyrannie au prix de lourds sacrifices. L'étau qui se resserrait sur un colonisateur cerné par la légitimité de la lutte et la justesse de la cause le plongea à cette étape de l'histoire dans l'hystérie lorsque la police parisienne, sous les ordres du préfet de police de l'époque, Maurice Papin, imposa un couvre-feu arbitraire aux membres de la communauté algérienne. Son arrogance le précipita dans l'abîme du crime et de la répression sauvage, s'attaquant à des foules pacifiques sorties manifester, ce qui se solda par un bilan tragique avec des manifestants qui furent noyés dans la Seine et d'autres brutalisés, torturés et transférés dans des camps. Le souvenir de ces sacrifices consentis par les enfants de la communauté demeure à jamais gravé dans les esprits. Et à cette occasion, le président algérien Abdelmajid Tebboune a observé jeudi au siège de la présidence de la République une minute de silence en compagnie des hauts cadres de la présidence de la République à la mémoire des Chouhada. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a reçu ce jeudi au siège de la présidence de la République la Moudjahida Jamila Bouhired. Et à cette occasion, le général d'armée Saïd Chingriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a observé aux côtés de cadres du ministère de la Défense nationale une minute de silence à la mémoire des Chouhada victimes de la répression barbare lors des manifestations pacifiques du 17 octobre 1961 organisées par les Algériens en France selon un communiqué du ministère de la Défense nationale.
Les manifestations du 17 octobre 1961 organisées par les émigrés algériens en France illustrent les plus belles images de cohésion entre les enfants de l'Algérie tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Ces manifestations ont incarné les plus nobles valeurs de la solidarité entre les Algériens de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Elles ont confirmé que la volonté nationale était une et unie, avec pour objectif la libération de la patrie et l'édification d'un État indépendant. La communauté algérienne à l'étranger a constitué un véritable prolongement de la lutte de libération, en contribuant au front intérieur par l'argent, l'organisation, ainsi qu'un soutien matériel et moral, montrant au monde entier que l'Algérie ne forme qu'un seul corps. L'intérêt que l'État a porté à sa communauté nationale à l'étranger après l'indépendance ne s'est pas limité à l'instauration d'une journée nationale commémorant son combat et sa contribution à la lutte de libération. Cette décision politique, rare à l'échelle internationale, s'inscrit dans une série de politiques visant à renforcer les liens de la diaspora avec la patrie, notamment par l'élargissement du réseau consulaire et la facilitation de sa participation politique. La décision prise par le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, en 2021, d'observer une minute de silence chaque 17 octobre à la mémoire des martyrs du massacre barbare perpétré par la machine répressive coloniale, s'inscrit dans une démarche singulière. Elle illustre la volonté du président de préserver la mémoire nationale et de la transmettre aux générations futures, y compris aux enfants de la communauté algérienne établie à l'étranger. Et l'Algérie commémore demain la journée nationale de l'immigration marquant le 64e anniversaire des massacres du 17 octobre 1961 perpétrés par la France coloniale contre la communauté algérienne. C'est un sujet signé Tinhinan Makassi. Le 17 octobre 1961, dans le froid d'une nuit parisienne, des milliers d'Algériens manifestent pacifiquement contre le couvre-feu raciste imposé aux immigrés algériens. Ils furent arrêtés, battus, jetés à la Seine ou emprisonnés. Ce massacre est l'un des crimes d'État les plus sombres de la Ve République. Il marque une étape décisive dans l'histoire de la répression politique en France. Pourtant, la vérité a longtemps été étouffée. Ce silence n'est pas un oubli accidentel, mais une stratégie délibérée de la Ve République pour protéger ses fondations héritées de l'empire colonial. En niant ce massacre, la République refuse de reconnaître que sa construction s'est appuyée sur la violence systémique infligée au peuple colonisé. Pourquoi ce silence ? Parce que le 17 octobre révèle la véritable nature du colonialisme et de l'impérialisme français. Une entreprise de domination fondée sur la répression, sur le racisme institutionnalisé et la négation de toute volonté d'émancipation des peuples colonisés. Cette nuit-là, sous les ordres de Maurice Papon, alors préfet de Paris, la répression fut brutale, préméditée. Elle dépassait largement le cadre d'un simple maintien de l'ordre. Ce fut une opération politique, une terreur d'État. Papon ne fut pas un cas isolé, mais l'incarnation d'un appareil répressif au service d'un système colonial prêt à tout pour sauvegarder ses privilèges. Derrière cette violence se cache une logique impérialiste où toute contestation est perçue comme une menace à éradiquer. Le refus de la Ve République de reconnaître ce crime d'État s'inscrit dans une politique plus large du déni historique. La France postcoloniale, soucieuse de préserver son récit national, a institutionnalisé un massacre qui alimente encore aujourd'hui les discriminations, les inégalités et la répression systémique dans les quartiers populaires, la militarisation de ces espaces et les violences policières ciblant les descendants des immigrés en sont aujourd'hui le prolongement. Le 17 octobre 1961 n'appartient pas seulement au passé, il est un avertissement. Il nous rappelle que la violence d'État ne disparaît pas avec la fin officielle du colonialisme. Elle se transforme, elle persiste sous d'autres formes, comme un outil de contrôle social et politique. La mémoire de ce massacre est un combat pour la vérité, pour la justice, pour la reconnaissance des victimes, mais aussi pour remettre en cause les logiques de domination toujours en œuvre aujourd'hui.
La France est responsable de violations graves et systématiques des droits des enfants migrants non accompagnés sur son territoire où ils sont trop souvent laissés à l'abandon faute de pouvoir prouver leur âge, a dénoncé jeudi un comité d'experts de l'ONU. Dans un rapport, le comité des droits de l'enfant des Nations Unies affirme qu'en France, beaucoup de migrants ne pouvant accéder au système de protection de l'enfance se trouvent sans abri, privés de soins de base et vivant dans des conditions dégradantes. Et le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale étrangère et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a participé jeudi à Kampala, en Ouganda, à la réunion du comité ministériel du mouvement des non-alignés sur la Palestine qui se tient en marge des travaux de la 19e réunion ministérielle du mouvement. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre d'État a souligné que la première phase de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, bien que constituant une avancée importante, doit encore être renforcée par une approche intégrée qui tient compte des besoins urgents du peuple palestinien et qui crée en même temps les conditions d'une paix durable dans la région. Nous nous réunissons aujourd'hui à la suite d'évolutions encourageantes marquées par la signature de la première phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Un développement qui a ravivé l'espoir de mettre fin aux souffrances indicibles infligées au peuple palestinien. Il s'agit sans doute d'une étape cruciale dans la bonne direction, mais une étape qui doit être consolidée par une approche globale permettant de répondre à la fois aux besoins immédiats du peuple palestinien et aux exigences à long terme d'une paix durable dans la région. De notre point de vue, le succès de cet accord dépend non seulement du plein respect de tous les engagements pris pour maintenir le cessez-le-feu, assurer le retrait des forces israéliennes et garantir un accès humanitaire sans entrave, mais surtout de l'accompagnement de cet accord par un processus politique sérieux et crédible devant aboutir à l'établissement d'un État palestinien indépendant, viable et souverain dans le cadre de la solution à deux États. Le temps est en effet venu pour la communauté internationale de réaliser que cette solution n'est pas seulement une nécessité pour répondre aux aspirations nationales palestiniennes. Elle constitue une exigence à l'échelle locale, régionale et mondiale. Une exigence locale pour mettre fin à 8 décennies d'injustice subies par le peuple palestinien du fait de l'occupation continue de sa terre. Une exigence régionale pour stopper la spirale dangereuse d'escalade et d'instabilité alimentée par l'agenda expansionniste israélien incarné par le projet dit du Grand Israël. Et enfin, une exigence mondiale pour préserver la crédibilité du droit international et celle des Nations Unies elles-mêmes et pour réaffirmer que nul n'est au-dessus des règles, des principes et des valeurs qui lient l'ensemble de la communauté internationale. La délégation algérienne a exercé mercredi lors de la réunion ministérielle du mouvement des non-alignés tenue à Kampala son droit de réponse en réaction aux propos du ministre des Affaires étrangères du régime putschiste du Mali visant l'Algérie. Le point avec Mohamed Walid Ben Chaban. Réputée pour sa diplomatie en faveur de la paix et de la stabilité, l'Algérie a constamment opté pour le dialogue et la coopération avec ses voisins. Toutefois, face aux échecs répétés de la junte malienne sur tous les plans, celle-ci semble avoir choisi une posture basée sur l'escalade verbale et l'auto-victimisation pour détourner l'attention de ses propres insuffisances. Cette fois-ci à Kampala, le représentant de la junte au pouvoir au Mali s'est à nouveau illustré par une série de déclarations hostiles envers l'Algérie. Cette junte qui ne peut et qui n'a aucun pouvoir sur le territoire, à peine un petit territoire autour de Bamako et encore, tout le pays est entre les mains de groupes terroristes et entre les mains des groupes du crime organisé et par conséquent cette junte militaire ne possède même pas n'a pas pu, disons, maîtriser la situation au Mali
du moment qu'elle vassale auprès d'un autre pays vassal. Et entre autres, elle navigue à vue. Elle ne sait même pas ce qui se passe à l'intérieur du Mali même. En s'en prenant à l'Algérie, la junte cherche visiblement à fabriquer un ennemi extérieur pour justifier son incapacité à répondre aux attentes de son peuple. Cette junte militaire exerce plutôt une façon d'exporter ces problèmes à l'extérieur et gérer la crise en créant d'autres crises. D'abord, on a vu que elle s'est attaquée à l'Algérie au Conseil, à l'Assemblée générale, mais aussi récemment lors de la réunion des pays non alignés. Et cela explique le malaise que vit cette junte militaire à l'intérieur même du Mali, et que la meilleure façon pour calmer les ardeurs et calmer l'opinion publique que de se créer un ennemi fictif et qui ne peut être pour eux que l'Algérie. Donc c'est cette fausse image qu'ils sont en train de véhiculer de l'Algérie, et ils sont en train de rejeter leur tort sur l'Algérie. Face à ces allégations, Alger maintient sa position ferme, rappelant son attachement au respect du droit international, à la légitimité des institutions et à la résolution pacifique des différends. Toujours en Algérie, chargé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le premier ministre algérien Séfir Riyeb a entamé ce jeudi une visite de travail dans la wilaya de Chlef. Le premier ministre a inspecté le complexe industriel capitaine du groupe Agrodiv dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue dans cette wilaya. Lors de la première étape de la visite, nous avons procédé à l'inspection et à la relance de l'usine de conserve dans la ville de Tness, l'une des propriétés confisquées par des décisions judiciaires définitives. Cette démarche s'inscrit dans la concrétisation des engagements du président de la République relatifs à la réutilisation des biens et fonds confisqués. Nous avons ensuite effectué une visite de terrain à projet d'investissement qui reflète un environnement propice aux affaires et contribue à alléger la facture des importations. Comme vous avez pu le constater, ce projet participera à la satisfaction des besoins du marché national en produits d'origine algérienne. Dans le cadre de la mise en œuvre de la décision historique prise par Monsieur le Président de la République ordonnant l'importation de 10 000 bus, cette initiative s'inscrit dans une approche globale visant à renouveler le parc national de transport. À travers cette opération, nous avons veillé à permettre aux fabricants locaux de bénéficier de cette opportunité, notamment en les intégrant dans la chaîne de production, en particulier pour la fourniture de pièces de rechange, les services de maintenance et l'après-vente. Et cap ce soir sur la coopération entre l'Algérie et le Mozambique, le ministre algérien de l'énergie et des énergies renouvelables, Mourad Adjal, poursuit sa visite de travail à Maputo, où il a été reçu par le président de la République du Mozambique, Daniel Francisco Chapo. À la suite de l'audience présidentielle, le ministre et la délégation algérienne ont entamé une série de rencontres et d'échanges avec plusieurs ministres et conseillers de la présidence. Cette visite s'inscrit dans la volonté de l'Algérie et du Mozambique de consolider leur partenariat stratégique, notamment à travers le développement de projets conjoints dans les domaines des hydrocarbures, des énergies renouvelables et de l'industrie pharmaceutique. Le groupe Sonatrach a signé un accord de vente et d'achat du gaz naturel avec la compagnie tchèque CEZ pour l'approvisionnement de la République tchèque en gaz naturel. Selon un communiqué du groupe public, l'accord prévoit un approvisionnement en gaz naturel pour une durée supplémentaire d'une année à partir du 1er octobre 2025, et ce via le gazoduc ralliant l'Algérie à l'Italie.
Dossier sahraoui à présent, le président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a présidé une réunion consacrée à l'écoute d'un exposé sur les derniers développements de la bataille juridique à la lumière de l'arrêt de la Cour européenne de justice qui invalide tout accord avec le Maroc, incluant les territoires occupés du Sahara occidental, dont l'approbation du Front Polisario, seul représentant légitime du peuple sahraoui. Et au Soudan, le gouvernement soudanais a appelé la communauté internationale à assumer pleinement ses responsabilités envers les civils, à garantir le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Soudan, appelant les Nations Unies à prendre des mesures urgentes et concrètes contre les forces de soutien rapide afin de garantir le respect de la résolution 2736 et 2004 du Conseil de sécurité, soulignant que cet appel découle de l'engagement et des devoirs constitutionnels du gouvernement soudanais face à la détérioration de la situation humanitaire al-Fasher et aux souffrances quotidiennes des citoyens. La dépouille de l'ancien Premier ministre kényan Raila Odinga est arrivée ce jeudi matin à Nairobi à bord d'un vol spécial en provenance de l'Inde. Pour rappel, Odinga est décédé hier en Inde à l'âge de 80 ans. Il avait été victime d'un arrêt cardiaque. À Madagascar, la situation politique reste tendue 2 jours après la destitution du président André Rajoelina. On fait le point avec Imen Maret. À Madagascar, la situation reste tendue. 2 jours après la destitution du président André Rajoelina, le pays s'enfonce dans une crise politique profonde. Tout est parti d'un ras-le-bol social, coupure d'eau, inflation galopante, chômage des jeunes. Des milliers de malgaches de la Gen Z sont descendus dans les rues, dénonçant corruption et dérives autoritaires. Le tournant est venu de l'armée, une des parties des forces armées, notamment l'unité Capsat, qui a refusé de s'opposer aux manifestants et s'est résignée à se ranger du côté du peuple. Face à cette fracture, le président Rajoelina a pris la fuite et a quitté le pays. Le Parlement a déclaré la vacance du pouvoir. C'est désormais le colonel Michael Randrianirina qui s'apprête à prêter serment comme président de la transition. Le nouvel homme fort a annoncé la dissolution du Sénat, de la Cour constitutionnelle et de la Commission électorale, promettant une période de transition de 18 à 24 mois avant un retour à l'ordre civil. L'Union africaine a immédiatement suspendu Madagascar de ses instances, condamnant toute prise de pouvoir par la force. De leur côté, les Nations Unies ainsi que plusieurs partenaires occidentaux appellent au dialogue et à la retenue. Sur place, la population reste divisée dans l'espoir d'un nouveau départ. Face à la situation actuelle ici à Madagascar, nous, la génération Z, on espère une nouvelle constitution avec un peu plus de transparence, mais aussi un peu plus de transparence. Et on espère aussi que les autorités participent mieux à la protection du peuple. La jeunesse, moteur de la contestation, réclame un véritable changement, non pas un simple changement d'uniforme au sommet de l'État. Ainsi, Madagascar entre dans une nouvelle phase d'incertitude. Le monde observe désormais si cette transition conduira vraiment à une renaissance démocratique ou à un nouveau cycle d'instabilité. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News. À demain.